Dans une vidéo publiée le 4 octobre dernier dans la chaîne YouTube Onde de Choc TV, Rachid Hachachi a réagi à la polémique entre le Maroc et l'Algérie au sujet du zellej marocain et il a donc fustigé l'attitude des Mauriches, ou du moins certains d'entre eux. Tout a commencé dans Twitter, comme vous le voyez à l'écran. Il avait publié 2 tweets qu'il a fini par supprimer par respect pour le noyau dur des Mauriches, comme il le dit lui-même. Et il a décidé donc de faire cette vidéo dont je vous parlais à l'instant. Bien que je vous invite à visionner cette vidéo entièrement, je préfère clarifier les choses dès le départ. Elle ne portera pas sur la marocanité du zellej, mais plutôt sur l'idéologie que prône Rachid Hachachi, qui est le maghrébisme, puisque c'est sous ce prisme qu'il a défendu ses idées au sujet du patrimoine marocain, et notamment sur le zellej. Et en agissant de la sorte, ce que je souhaite démontrer à tous ceux qui visionneront cette vidéo, y compris à lui, je l'espère, c'est que pour moi, les Mauriches qu'il a critiqués ne le sont pas réellement. Ce sont peut-être des patriotes marocains, en tout cas ça reste à prouver pour certains, puisque pour ceux qui connaissent mes vidéos, je dénonce depuis pas mal de temps les pseudo-patriotes que j'appelle les Marocains couscous kaftan, qui ne font que défendre notre patrimoine. C'est bien, mais c'est pas assez, puisque pour moi un patriote défend avant tout notre dignité, d'accord? Mais en tout cas, ce sont tout sauf des Mauriches. Pour moi, des Mauriches défendent l'identité amazigh et plus précisément l'identité mauresque du royaume. Sinon, ce ne sont pas des Mauriches. On y reviendra plus tard, mettons ça de côté pour l'instant et revenons à la notion de maghrébisme que défend donc Rachid Hachachi qui, entre autres, écrit des articles pour le média marocain Le 360 et il a donc écrit celui-ci où il défend donc son idéologie. Il est contre le panarabisme, mais pour le maghrébisme. Je vous invite à lire cet article si ça vous intéresse. Mais on va quand même écouter un extrait d'une vidéo où il a abordé ce sujet-là. C'est un extrait qui dure 5 minutes, donc on peut le mettre entièrement. Comme ça, vous verrez très clairement de quoi il s'agit pour ceux qui ont la flemme de lire, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'une revivification d'un nationalisme arabe plus pragmatique, moins démagogique, et surtout adapté aux réalités des sociétés arabes d'aujourd'hui soit possible? Déjà, je mettrais le panarabisme dans la même catégorie que le frérisme musulman, puisque le panarabisme, déjà le mot pan, qui veut dire tout, la totalité, panthéon, panthéisme, panturquisme, panslavisme. Donc c'est une volonté moderne en réalité, qui est née dans un effet de mimétisme vis-à-vis des nationalismes européens, de créer une forme d'entité supranationale, d'entité politique supranationale, qui réunirait dans un même espace géographique des gens sur une base ethnique. D'accord ? Où on a évacué le religieux. Parce que dans le panarabisme, fondamentalement, la dimension religieuse est secondaire. C'est-à-dire que vous soyez chrétien ou musulman, le plus important, c'est que vous êtes arabe. Donc c'est une idéologie qui entend également combattre les frontières des États, la souveraineté des États, et d'ailleurs le Maroc en a payé le prix. Le Maroc n'ayant pas adhéré à cette idéologie entre guillemets révolutionnaire, entre guillemets de gauche, on a été confronté à un bras de fer avec l'Algérie qui, elle, s'inscrivait dans cette démarche-là. Mais c'est une démarche idéale qui va contre le réel concret. Parce que quand on parle des pays arabes, de quel pays on parle? On parle de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord était l'arabe. L'arabité est une composante, qui est une greffe historique qui a fini par s'intégrer dans un socle anthropologique, dans un moule, en épousant le réel concret, qui est majoritairement amazigh, historiquement. Donc l'amazirité, aujourd'hui, n'est pas manifeste à tous les niveaux, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas structurante en profondeur. Elle est structurante en profondeur, et donc même l'arabité du Maroc est une arabité amazigh, au fond. Donc ça paraît tautologique ou même oxymorique des fois, mais non, pas du tout. L'arabité est rentrée dans le moule de l'amazirité en produisant une forme de synthèse, de dépassement de ce clivage-là, qui a fonctionné de manière opérationnelle pendant des siècles, et qui a été remis en cause par le panarabisme marocain, incarné par le parti d'Istiqlal, qui entendait nier le réel, c'est-à-dire la majorité amazigh en tant que structurant de la réalité marocaine, pour y plaquer une forme de délire idéologique qui consisterait à dire qu'on est tous arabes même si on ne l'est pas. Donc de ce point de vue, je ne vois pas dans le panarabisme des choses à sauver ou des choses à réactiver. Par contre, il y a une catégorie beaucoup plus englobante que l'ethnie, qui est la catégorie de la civilisation. Donc là, on peut parler du Maghreb. Donc effectivement, le Maghreb, en allant du Maroc et de la Mauritanie jusqu'à la Tripolitaine, parce que la Cyrénaïque a toujours regardé du côté de l'Orient, du côté de l'Égypte, donc c'est le début d'un autre univers mental, d'un autre logos, et cet espace géographique peut constituer une forme de Grossraum, pour parler en allemand, une forme de grand espace géopolitique, avec un dénominateur civilisationnel commun, mais dans le respect de la souveraineté des différents États qui le composent. Donc on peut créer
un bloc civilisationnel qui peut donner lieu à une alliance militaire, à une alliance économique, de coopération, d'entraide, etc., mais dans le respect de la souveraineté de chaque État, où chaque État demeure souverain à l'intérieur de ses frontières. Donc je pense que l'idée de sphère civilisationnelle me paraît beaucoup plus englobante, dans la mesure où elle n'est pas antinomique avec l'idée de souveraineté des nations, beaucoup plus englobante qu'une base ethnique qui est exclusive, qui est renfermée et qui est dans la négation du réel. Donc le panarabisme est à jeter au même titre que le frérisme musulman, mais par contre on peut ériger l'idée d'une sphère civilisationnelle, concrète, réelle, incarnée, somatisée par tous les citoyens du Maghreb, mais une somatisation qui est un peu confuse parce qu'il y a des couches idéologiques, historiques, de conflictualité qui ont fini par faire perdre le lien qui connectait les gens à leur base civilisationnelle. Et donc l'Algérien se pense uniquement comme Algérien, le Maroc uniquement comme Marocain, alors qu'au fond, quand on creuse beaucoup plus profondément, en plus d'être Marocain, on est également Maghrébin. Et donc il y a un islam maghrébin. Donc l'islam tunisien, l'islam marocain, l'islam algérien n'est pas fondamentalement différent. On le voit même au niveau de l'architecture religieuse. Les mosquées en Afrique du Nord n'ont rien à voir avec les mosquées de Syrie ou d'Irak ou d'autres choses. Quand j'ai parlé de la limite de la Tripolitaine, au niveau du golfe de Sirte, il est intéressant de voir qu'il y a des constantes géopolitiques qui traversent des millénaires. Parce que c'est une ligne il y a plein d'anecdotes. Déjà l'Empire romain, lorsqu'il a été divisé en deux dans une logique administrative, la ligne qui va départager l'Empire romain d'Occident et d'Orient passe par le golfe de Sirte. Le golfe de Sirte était également celui qui séparait le monde carthaginois et numide amazigh du monde de l'Égypte, qui par la suite va être hellénisé avec les Ptolémées, etc. Donc c'est une ligne qui peut aujourd'hui encore être opérationnelle et servir de ligne de démarcation civilisationnelle. Alors l'optimal serait que les frontières politiques coïncident avec les frontières culturelles, avec les frontières invisibles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une frontière culturelle qui englobe et qui dépasse des frontières politiques. Mais toute l'idée est d'établir une forme d'harmonie et de complémentarité entre les deux. Donc c'est la quatrième théorie politique, c'est-à-dire qui part de monde culturel et pas de monde politique, mais qui n'entend pas combattre le monde politique, mais l'intégrer dans un groupe beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et beaucoup plus opérationnel. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Après avoir écouté cet extrait, on est en droit de se demander si Rachida Chachi s'entend parler, puisque moi j'y décèle plusieurs contradictions. Et je dis pas ça pour le rabaisser, mais pour l'inviter à une remise en question. La première d'entre elles, c'est le fait qu'il prétende que le royaume du Maroc n'a pas adhéré au panarabisme, mais par la suite, quelques instants plus tard, donc, il dénonce donc l'Istiklal qui a donc instauré le panarabisme au Maroc. Il a été l'acteur principal de cette entrée de cette idéologie dans le royaume. C'est vraiment ahurissant d'entendre ça, surtout quand il parle au passé, comme si le Maroc avait tourné la page du panarabisme, or il n'en est rien. En effet, on ne peut pas dire que le Maroc est adhéré au panarabisme de la même manière que les pays dits du monde arabe, entre guillemets, puisqu'il a rejeté le côté communiste ou socialiste, appelez ça comme vous voulez, mais il y a adhéré tout de même. Il y a adhéré à sa manière en privilégiant ses liens avec les pays dits occidentaux, entre guillemets, donc plutôt capitalistes, les USA et les pays de l'Europe de l'Ouest, et tout cela au détriment des pays communistes et panarabistes. C'est pourquoi lors de la guerre des Sables en 1963, il a été attaqué par l'Algérie, qui n'est que le bras armé du panarabisme depuis toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui encore, et par les autres pays qui soutenaient donc l'Algérie, l'Égypte et Cuba. Le Maroc est donc un royaume qui a adhéré au panarabisme dès les premiers jours et qui y adhère toujours aujourd'hui. Inutile de vous rappeler qu'il fait partie de la Ligue arabe et que dans notre constitution, il y a bien marqué noir sur blanc qu'on fait partie de la Oumma arabe, entre guillemets, et du Maghreb arabe, entre guillemets. C'est pourquoi je mets ce drapeau du nationalisme mort en avant, en guise de protestation, et c'est pourquoi, pour moi, un Mauriche qui ne dénonce pas ça n'est pas un Mauriche. Cela me permet de faire une transition avec la seconde contradiction que je tenais à soulever dans la réponse qu'a apporté Rachida Chachi à cet auditeur. Il dit bien que le panarabisme est à jeter. Or, le Maroc y adhère toujours. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Et en plus de ça, il prône le maghrébisme, pour reprendre son terme dans son article du 360. Donc il prône l'appartenance du Maroc à la civilisation maghrébine, pour reprendre ces termes. Mais on va le voir, ça n'a complètement aucun sens. Doit-on rappeler à Rachida Chachi que l'Union du Maghreb est arabe et que même lorsque l'ancien ministre marocain Saad el-Din el-Othmani
avait proposé à cette union de supprimer la lettre A par respect pour les Imazirènes, et bien sa proposition a été refusée, puisque seule la Mauritanie a voté pour, et les 3 autres pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Libye et la Tunisie, ont voté contre. Ce refus n'a pas empêché l'intéressé, donc M. El Othmani, de prôner l'union du Maghreb quelques années plus tard, en 2019, lors d'une interview qu'il a réalisée pour la chaîne France 24. Vous pouvez la retrouver dans YouTube. Et c'est là où je ne comprends pas l'obsession qu'ont la plupart de nos dirigeants et de nos intellectuels pour cette union du Maghreb. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, alors pourquoi forcer? Puisque, en guise d'énième preuve, le président tunisien Kais Saïd a reçu celui de la République arabe démocratique sahraoui dernièrement. Ça a fait scandale. Donc tout cela prouve bien qu'on est entouré de pays dirigés par des panarabistes et donc des ennemis de la mazérité. Alors laissons-les faire cette union du Maghreb arabe sans le Maroc, qui en langue arabe s'appelle El Maghreb, et tout le monde va se moquer d'eux, tout simplement. Ce n'est pas comme si l'union du Maghreb, qu'elle soit arabe ou pas, mais elle est arabe, je le répète, avait existé. Elle n'a jamais existé. C'est une entité fantôme comme le Polisario, hein. Le Polisario plutôt, puisque le Polisario n'existe pas, c'est que la marionnette de l'Algérie, qui n'est que le bras armé du panarabisme depuis des décennies, encore une fois. Donc on peut très bien quitter cette union fictive qui ne nous a jamais rien apporté, tout comme on peut quitter la Ligue arabe pour la même raison. Je le rappelle, la Ligue arabe n'a jamais condamné l'Algérie. L'Algérie attaque le Maroc depuis 1963 sous les yeux de ce monde arabe et de cette Ligue, mais ça n'a pas l'air de la déranger, puisqu'elle n'a jamais pris de sanctions économiques, par exemple, contre l'Algérie, malgré 47 ans d'attaque, de guerre, froide ou réelle, via sa marionnette qui est le Polisario. Cela prouve ce que je dis. L'Algérie elle-même n'est que la marionnette du panarabisme contre le Maroc, puisque même si le Maroc est tombé dans le panarabisme, il a tout de même défendu son amazérité. Dernièrement, le Maroc a généralisé, par exemple, la langue tamazirt. Ce n'est qu'un exemple. Quoi qu'on en dise, même si tout n'est pas parfait, je le conçois et je le dénonce même, le Maroc reste le pays pionnier de la région en ce qui concerne la défense de l'amazérité. Hassan II en avait parlé en 1994, Mohamed VI a validé cela en 1999, je parle bien entendu de l'apprentissage à l'école de la langue tamazirt, et ce n'est pas la seule avancée puisque l'Institut royal de la culture amazigh a été créé en 2001, d'accord? Et en faisant tout cela, il dérange les panarabistes de manière générale, et même ceux des pays voisins, comme les généraux algériens par exemple, puisque les amazigophones d'Algérie, et notamment les Kabyles, voient ça et demandent la même chose, donc ils sont obligés de suivre. Vous comprenez? Je ne peux que féliciter notre roi Mohamed VI pour ses décisions, mais ce n'est pas pour autant que je vais me taire sur certains aspects de sa politique qui me dérangent. J'attends de lui qu'il demande à ce que le Maroc quitte l'Union du Maghreb arabe et la Ligue arabe, puisqu'ils n'ont jamais aidé le Maroc concrètement. C'est pire que ça, même ils se moquent de nous, puisque dernièrement la Ligue arabe a condamné l'Iran, mais pas l'Algérie. Hein. Par rapport au Polisario, c'est quand même ahurissant. Donc voilà, moi je dis les choses. Cela étant dit, je comprends pourquoi il ne le fait pas. Il applique la Constitution. Et dans notre Constitution, il y a marqué encore une fois, noir sur blanc, qu'on appartient à la Oumma arabe et au Maghreb arabe. Donc forcément, tant qu'on ne changera pas ça, ça risque pas d'évoluer dans ce sens. C'est pourquoi, je le redis, pour moi, les mots riches qui ne parlent pas de ça ne sont pas des mots riches. C'est impossible. Et c'est pourquoi nous avons des intellectuels comme Rachida Chachi qui préfèrent faire du bricolage, si vous me permettez l'expression, plutôt que d'aller dans le fond des choses. Et son maghrébisme qu'il prône, alors qu'il est contre le panarabisme, c'est donc du bricolage. Moi j'appelle ça comme ça. C'est du bricolage dans le sens où ce n'est pas sérieux, puisqu'il défend une identité maghrébine et une civilisation maghrébine auquel appartiendrait le Maroc. Or, le Maghreb, c'est le Maroc. N'hésitez pas à soutenir Histoire du Maroc dans YouTube et dans Twitter, au passage, et je le remercie pour cette source qui date de 1886.
Mais il n'y a pas besoin spécialement de sources pour le prouver. Rien que le nom du Maroc en arabe, qui est Al-Maghreb, prouve que c'est lui le Maghreb. L'Algérie et la Tunisie, c'est Al-Jazair et Tunis en langue arabe. Donc ça veut tout dire. Inutile de rappeler que c'est le Maroc actuel qui a contrôlé la région en totalité ou en partie pendant des siècles. À l'époque pré-islamique, la Mauritanie, donc le Maroc, s'étendait jusqu'à Sétif, jusqu'à l'Oued el-Kabir. Et après, pas besoin de vous rappeler, les dynasties almoravides, almohades et mérinides, qui sont des dynasties marocaines et qui contrôlaient plus ou moins toute la région. Les Marocains ont même créé une dynastie en Tunisie actuelle qui est la dynastie Hafside. Donc oui, je persiste et signe, le Maghreb c'est le Maroc, son histoire au Maghreb actuel résulte de l'histoire de nos ancêtres morts, M-A-U-R-E-S, donc les Marocains. On a perdu le Maghreb à cause des tensions entre les personnes de la région, des résistances notamment, et puis surtout à cause de la présence ottomane. Il y a plus de 3 siècles qui nous ont séparés, nous, les Maghrébins, donc les morts, les Marocains, des régences ottomanes d'Alger et de Tunis. L'autre raison qui fait qu'on a perdu le Maghreb, c'est le démembrement de l'Empire du Maroc par les colons français, la perte de la Mauritanie actuelle, qui était une région du Maroc, la perte de Béchar et Tindouf, du Touat, qui sont des régions actuellement algériennes, et qui étaient marocaines anciennement, comme Marnia par exemple. Voilà, on a perdu des terres, et donc notre empire, qui était la base du Maghreb, n'est plus. Donc vouloir créer un Maghreb après tout ça, ça revient à rien, puisque si le Maghreb a existé, c'est parce que le Maroc a dominé la région. Et là, personne ne domine personne. En tout cas, on est tous dominés par le panarabisme, ça c'est sûr. Et pour en finir avec le panarabisme, il n'est que une des conséquences de l'orientalisme européen. Et pour illustrer mes propos, je vous partage les extraits d'un mémoire écrit par un étudiant de Sciences Po, et on voit bien que cela va dans le sens de ce que je dis. En Égypte et en Irak, par exemple, ce sont les orientalistes français et britanniques qui ont soutenu les panarabistes pour leur accession au pouvoir. Et dans la région qu'on appelle injustement le Maghreb, il s'est passé exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait que les Français et pas les Britanniques. Mais les orientalistes français ont toujours poussé à arabiser la région. Napoléon, pour vous donner un exemple, voulait créer un royaume arabe d'Alger à la place de l'Algérie française. Le père de l'arabisation au Maroc, et c'est pas moi qui invente l'expression, il a été formé à Paris, c'est le premier bachelier de l'histoire du Maroc. Je n'invente rien. Je parlais bien sûr de Mohamed El-Fassi ou Mohamed Ghali El-Fassi de l'Istiklal, qui est le père de l'arabisation comme je le disais. Je vous invite par ailleurs à visionner ma vidéo à son sujet qui est disponible dans ma chaîne YouTube. Tout ça pour vous dire que Rachid Hachachi est un patriote maghrébin et non pas marocain. Et quand je dis maghrébin, c'est dans le sens du Maghreb arabe, puisqu'il est arabe de facto aujourd'hui et depuis pas mal de décennies. Donc, je ne comprends pas où il veut en venir. On en revient à la vidéo initiale dont je parlais, donc sur l'affaire du Zellej, et vous comprenez mieux maintenant pourquoi Rachid Hachachi nous invite à brader notre patrimoine au nom du Maghreb, à proposer une candidature commune du Zellej marocain avec l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Mais c'est n'importe quoi. Il met en avant le soft power, mais le Maroc est dominé par le panarabisme comme les autres pays de la région. Donc il n'y a aucun soft power, il n'y a aucun power tout court. Je vais répondre à quelques points, et non pas à tous les points que je voulais aborder, parce que sinon de toute façon la vidéo sera trop longue. Rachid Hachachi accuse certains Marocains qu'il qualifie de Mauriches, alors que ce ne sont pas des Mauriches, même s'ils prétendent l'être, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, d'être tombés dans le piège des dirigeants algériens par rapport à cette affaire de Zellej. Mais c'est lui qui tombe dans leur piège, dans cette affaire et de manière générale, puisqu'il est tombé dans le maghrébisme qu'il prône. Or, son idéologie, le maghrébisme, ou ses propositions de candidature commune pour le Zellej ou d'autres éléments du patrimoine marocain, tout ça, ça arrange qui? Eh bien, ça arrange les dirigeants algériens et tous les autres pays panarabistes.
Le Maroc a déjà fait des erreurs comme la candidature commune pour le couscous avec les autres pays de la région, celle commune avec des pays dits du monde arabe entre guillemets pour la ciselure des métaux. Et tout ça, c'est bénéfique plus à eux qu'à nous. Ça va que dans un sens. En fait, ils ne se contentent pas de brader notre identité au Maghreb arabe, mais ils veulent aussi brader notre patrimoine à ce même Maghreb arabe. Et tout ça en prétendant être contre le panarabisme, bien sûr. Inviter les Marocains à ne pas confondre la nuance et la bêtise, comme il l'a fait dans cette vidéo, c'est bien, mais il faudrait commencer par ne pas raconter de bêtises. Or, c'est ce que Rachida Chachi fait. Donc le titre de sa vidéo, en tout cas une partie, c'est pas de soft power sans appropriation culturelle. Et moi je lui réponds, pas de power tout court, sans identité. Et l'identité du Maroc, elle n'est pas maghrébine. Elle n'est plus maghrébine, malheureusement, puisque le Maghreb est devenu arabe. Elle est mauresque. Amazigh est plus précisément mauresque. Et pour faire passer la pilule, Rachida Chachi a utilisé deux méthodes dans cette vidéo. La première d'entre elles est une méthode qu'il utilise souvent. C'est, je vais le dire comme je le pense, le baratin. Donc, c'est quelqu'un d'instruit, un intellectuel avec un vocabulaire plutôt riche. Ça fait plaisir à entendre, je ne vous le cache pas. Mais il utilise cela à mauvais escient. Il utilise souvent cela pour nous faire croire qu'il a compris des choses que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Il parle à un moment d'intelligence du pauvre pour narguer certains Marocains qui ont l'esprit étroit, hein, on peut dire ça comme ça. Mais à la limite, ça, je peux le comprendre parce que c'est vrai pour certains, même si je valide pas l'expression parce que c'est un petit peu prétentieux. Donc lui, il aurait l'intelligence du riche. Et je trouve ça plutôt hautain de sa part. Mais si c'est ça l'intelligence du riche, je préfère l'intelligence du pauvre, ou plutôt le bon sens populaire. Ce côté prétentieux de Rachida Chachi me fait penser à ce qu'a dit Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, qui est un journaliste français de mémoire, au sujet du bon sens populaire marocain, ou l'intelligence du pauvre, pour reprendre l'expression de Rachida Chachi. Il a dit, le bon sens populaire marocain, regardé de haut par nombre de vos intellos, encore incroyablement imprégné de marxisme, et c'est le cas de Rachida Chachi, voit juste quand il manifeste son aversion pour la plupart de vos politiciens, n'accordant sa confiance qu'au roi pour faire avancer le pays. Et je dirais même que le bon sens populaire marocain voit juste quand il manifeste son aversion pour la plupart de nos intellectuels, comme Rachida Chachi. Et on termine avec la seconde méthode qu'il a employée, qui est l'argument d'autorité. Il nous a sorti la carte du roi pour nous rappeler qu'il avait dit que le peuple algérien est un peuple frère. Il a repris une partie des derniers discours du roi, celle où il disait que les Algériens étaient nos frères, que les Marocains qui insultaient les Algériens ne représentaient qu'eux-mêmes. Et donc Rachida Chachi précise que les Marocains en question insultent les Algériens de Koulougli. Mais je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. À la base, je ne cautionne pas les insultes, mais il faut bien comprendre une chose. Ces Marocains qui insultent les Algériens, et j'en fais partie parfois, j'en suis pas fier, mais il faut bien comprendre que c'est par excès de colère. Ça fait des décennies qu'ils insultent non seulement le roi, d'homosexuels, d'alcooliques, on l'a vu dernièrement, avec une vidéo à Paris où le roi titubait d'après eux, et donc ils insultent aussi toutes les femmes marocaines, donc nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles pour ceux qui en ont. Ils nous traitent aussi d'enfants de Bousbir. Donc d'enfants d'Européens, de Français, etc. Puisque Bousbir était un endroit dédié à la prostitution à Casablanca au temps du protectorat français. Donc il est normal qu'au bout d'un moment, les Marocains soient excédés, et ça m'arrive parfois, et leur renvoient l'ascenseur, en les insultant de Harki, d'enfants de Harki, d'enfants de Koulougli, donc de soldats turcs ou janissaires européens de l'Empire ottoman, et d'enfants des 171 maisons closes de l'Algérie française, dont le plus connu était le Sphinx d'Alger. Alors que le roi fasse ça une fois dans son discours, à la limite je peux comprendre, il veut peut-être montrer le bon exemple en tant que chef de l'État, mais qu'un intellectuel comme Rachida Chachi le singe bêtement, alors qu'il sait très bien ce qui se passe, je trouve ça totalement inacceptable. Alors non, Rachida Chachi, je ne suis pas aligné avec le roi à 100%, j'aimerais bien, mais forcément,
étant un être humain comme lui, même si je n'ai pas son statut, j'ai ma personnalité, mes idées, etc., comme il a les siennes. Et donc, moi, je reproche tout au peuple. Parce que si vous n'aidez pas le roi à défendre notre identité marocaine, à l'inciter à modifier notre constitution, pour qu'elle soit en accord avec notre identité amazigh et mauresque plus précisément, eh bien on a les dirigeants que l'on mérite. Et on a la constitution que l'on mérite. Tout simplement. Je conclus cette vidéo en soulignant la mauvaise foi de Rachid Hachachi au sujet des Mauriches, et je m'explique. Il n'arrête pas de désigner des Marocains comme étant des Mauriches alors qu'ils ne le sont pas, et en soulignant leur lâcheté puisqu'ils sont anonymes. Or, il y a plus d'1 an, certains Marocains lui ont déjà répondu, regardez. Ce à quoi j'invite ces gens-là, c'est de devenir un peu plus visible en termes d'individus et de personnes, afin de donner plus de crédit à ce mouvement et de ne pas prêter le flanc à des attaques quant à l'anonymat de ces gens-là. Mais ça me paraît être un laboratoire d'idées et une idéologie en devenir, ça me paraît intéressant. Et on a un Mouriche qui a commenté ce matin, en direct. Il nous dit, c'est Mehdi, Mehdi de Casablanca. Il nous dit l'anonymat, non, je ne suis pas d'accord sur ce point. Nous sommes bien connus avec nos vraies identités sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas honte d'être marocains, Mouriche ou Moura. Ce qui m'invite à revenir sur le tweet dont j'avais parlé en début de vidéo. Donc il prétend connaître le noyau dur des Mauriches, qu'il respecte. Eh bien, la question que je lui pose, c'est qui sont ces Mauriches? Ils ne sont pas anonymes apparemment. Donc, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont un nom? Est-ce qu'ils ont un visage? J'aimerais bien le savoir. Et enfin, pour vous montrer encore une fois sa malhonnêteté, il prétend qu'il n'a jamais vu de Mauriche qui parle de sujets qui mettent en difficulté une partie du peuple marocain. Or moi, je le fais. Alors certes, je suis anonyme dans le sens où je ne dévoile pas mon identité, puisque je vis en France et j'ai une famille. Je ne suis pas au Maroc. Si j'avais pas de famille en France, je le ferais, il n'y a pas de problème. Par conséquent, je peux affirmer sans sourciller que je suis bien plus courageux que lui, puisque je vis en France avec toutes les communautés qui s'y trouvent, et ça ne m'empêche pas de dénoncer autant le panarabisme que le négrocentrisme, le racisme et le suprémacisme des Noirs envers les Africains de l'Afrique blanche et amazigh, ou encore l'algérocentrisme, la marocophobie des Algériens. Et je parle évidemment des Franco-Algériens et des Algériens de manière générale, pas des dirigeants, mais des gens du peuple. D'où mon désaccord avec le roi. Je suis contre cette pseudo-fraternité qui est censée exister entre nous et eux, et qui ne profite qu'à eux au final. Je ne vais pas développer plus que ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, je refuse, d'autant plus qu'ils sont connus pour leur marocophobie, encore une fois. Moi, j'ai contacté Rachid Hachachi de manière publique sur son Twitter, par tweet, et je l'ai invité à nous soutenir par rapport à ma pétition au sujet de la nationalité marocaine. Et c'est un sujet extrêmement clivant. Et bien que je l'ai invité de manière respectueuse, publiquement dans son compte Twitter, à soutenir cette pétition, lui et Youssef Indy d'ailleurs, eh bien aucun des deux n'ont répondu. Ils ont fait semblant de ne rien voir. Donc c'est complètement malhonnête, encore une fois, de la part de Rachid Hachachi, d'oser parler de Mauriche qui ne parle pas de sujets qui fâchent. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et vous avez bien fait car je vais avoir besoin de vous, dans le sens où je lance un défi à Rachid Hachachi, puisqu'il défie les Mauriches de parler notamment de sujets qui fâchent, comme on l'a vu à l'instant. Eh bien, je le défie de venir dialoguer avec moi, échanger de manière respectueuse. Je ne l'ai jamais insulté d'ailleurs. Soit en privé, soit en public, parce que je ne cherche pas le buzz. Je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il cache, parce qu'il cache quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, je compte sur vous pour aller dans tous les réseaux sociaux liés à Rachid Hachachi de près ou de loin, que ce soit ceux personnels ou ceux, par exemple, de Onde de Choc TV, Facebook, Twitter, etc., pour aller le contacter de manière publique et lui mettre cette vidéo sous le nez. Bien entendu, je ne vous invite pas à l'harceler, ni lui, ni son équipe, on va dire ça comme ça, mais à poster de temps en temps des commentaires publics, pas des messages privés, où vous l'invitez à visionner cette vidéo pour pas qu'il fasse semblant que je n'existe pas. Ainsi, vous pourrez voir par vos propres moyens qu'il ment quand il déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de Mauriches qui savent prendre des risques et surtout
parler d'autre chose que du patrimoine, même si pour moi il a son importance, mais c'est comme tout dans la vie, il y a des priorités. On termine cette vidéo sur une note humoristique, avec ce montage que j'ai réalisé, qui résume tout ce que j'ai dénoncé dans cette vidéo, sauf la dernière phrase. Rachida Chachi a souhaité une guerre civile à ses frères algériens. Non, vous ne rêvez pas, ils apprécieront. Moi au moins je suis honnête, ce ne sont pas mes frères. Ce que je pense, c'est que le Maroc doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien, quitte à cela se traduise par une guerre civile en Algérie. Je suis désolé, c'est la géopolitique.